Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons aujourd'hui George Beebe, directeur de la grande stratégie à l'Institut Kinsey, qui a passé 2 décennies au sein du gouvernement en tant qu'analyste du renseignement, notamment comme directeur de l'analyse sur la Russie à la CIA. Il est également l'auteur du livre paru en 2019, The Russia Trap, How Our Shadow War with Russia Could Spiral into Nuclear Catastrophe. Un ouvrage assurément en avance sur son temps. Merci beaucoup d'être revenu dans l'émission. Merci Glenn, c'est un plaisir. Nous sommes donc au milieu d'une montagne russe politique, ou peut-être diplomatique. Trump a déclaré qu'il envisageait d'envoyer des Tomahawks en Ukraine, qui seraient opérés par des contractants américains, ce qui laisserait entendre qu'il s'agirait d'une attaque directe. Ces missiles pourraient également transporter des ogives nucléaires, et les Russes ont affirmé qu'ils réagiraient comme s'ils étaient armés de têtes nucléaires s'ils se dirigeaient vers leurs frontières. Puis Trump est revenu sur ses propos. Je ne sais pas si c'était simplement une tactique de négociation, car si ce n'était pas le cas, cela signifiait, comme tu l'as soutenu dans ton article, que Trump adopte pleinement la ligne de Biden. Et maintenant, il y a Budapest. Une réunion est censée avoir lieu, mais les médias disent qu'elle est annulée, tandis que Trump et les Russes affirment que rien n'a été annulé, que rien n'était fixé. C'est très confus et difficile à suivre. Et vu ce qui est en jeu, c'est aussi assez stressant. Comment évalues-tu ces informations? Quelle direction prennent réellement les Américains et les Russes? Eh bien, je pense que le président Trump a été très cohérent quant à un objectif stratégique qui est de parvenir à un règlement négocié de cette guerre et d'y mettre fin. Je pense qu'il a fait preuve d'une grande flexibilité tactique dans la manière de poursuivre cet objectif. Il a essayé plusieurs approches et essentiellement lorsqu'il n'a pas obtenu de succès, il a dit d'accord, ça n'a pas fonctionné. Que devrions-nous faire ensuite? Cela peut être déroutant, surtout dans un environnement médiatique où je dirais plus de 90% de la couverture est assurée par des organisations qui ne souhaitent pas voir cette guerre se conclure par un compromis. Ils insistent sur la capitulation de la Russie, sur le fait que les Russes ne doivent rien obtenir de leur agression, parce qu'ils estiment que toute autre issue constituerait une forme d'apaisement et représenterait par conséquent un grave risque pour l'Occident face à de futures agressions. Ils ont donc, je pense, un parti pris très marqué dans leur manière de concevoir cette guerre et de la décrire à leurs lecteurs, téléspectateurs et auditeurs. Mais ils cherchent aussi à exploiter toutes sortes de rumeurs et de commentaires pour tenter de présenter l'ensemble de ce processus comme vain. Ils veulent que l'administration Trump abandonne et en conclut que cette guerre ne peut être réglée que sur le champ de bataille, ce qui, à mon avis, serait une erreur. Et je pense que le président ne veut pas voir, comme issue de tout cela, ce qui serait une tragédie pour toutes les personnes concernées, certainement pour les Ukrainiens. Je pense donc qu'il est important, pour ceux qui essayent de comprendre ce qui se passe, de reconnaître qu'il existe une flexibilité tactique de la part du président Trump dans tout cela. Il va manœuvrer, il va dire publiquement certaines choses dans l'espoir qu'elles aient un effet sur l'environnement de négociation et sur la marge de manœuvre des parties impliquées. Et il va aussi changer de cap selon ce qu'il estime nécessaire pour encourager la conclusion d'un accord. Donc, vous avez dit que certaines personnes ne veulent pas mettre fin à cette guerre, mais plutôt vaincre la Russie. Qui exactement s'oppose autant à y mettre un terme? Et à ce stade du conflit, dans quelle mesure est-il réaliste d'essayer d'imposer une défaite stratégique à la Russie? Parce que de mon point de vue, il semble que l'avantage penche de plus en plus en faveur de la Russie.
Eh bien, les Européens utilisent le terme coalition des volontaires pour désigner les pays qui pourraient être prêts à déployer des forces de combat en Ukraine après un accord afin de servir de force de dissuasion contre une future agression russe. Je pense que le terme le plus approprié est coalition des non-volontaires. Ce sont des personnes qui refusent de faire des compromis, qui estiment que le compromis lui-même avec la Russie constitue une menace pour la sécurité en Europe. Et cette coalition inclut une grande partie, bien que pas la totalité, de l'Europe. Mais il n'est pas difficile d'identifier le principal porte-parole de cette coalition des non-volontaires. Et je pense que Kaja Kallas mérite certainement d'être mentionné d'emblée à ce titre. Ce ne sont pas des diplomates qui cherchent un compromis diplomatique. En réalité, ils s'y opposent, et ils ont aussi des alliés, notamment en Ukraine. Une grande partie, bien que pas la totalité, des élites ukrainiennes sont absolument opposées à toute forme de compromis ici, pour des raisons qui tiennent en partie à leur analyse de ce qui, selon eux, dissuadera de futures agressions russes, mais aussi parce qu'ils ont des intérêts matériels dans la poursuite du flux d'armes et de l'aide économique de l'Occident vers l'Ukraine, qui ne veulent pas voir s'interrompre. En plus de cela, je pense qu'une grande partie de ce que j'appellerais les médias dominants en Occident, en Europe et aux États-Unis, ne souhaitent pas non plus voir un compromis ici. Et, de mémoire, je ne peux pas citer un média grand public aux États-Unis qui plaide réellement pour un compromis avec les Russes. Je pense, à des degrés divers, que tant à gauche qu'à droite, tous prônent une pression maximale sur la Russie afin de forcer sa capitulation. Et il va sans dire qu'il existe également une part assez importante du gouvernement américain lui-même, ce que l'on appelle souvent l'État profond, la bureaucratie permanente, qui ne souhaite pas voir de compromis avec les Russes, pour beaucoup des mêmes raisons que celles invoquées par les médias et par l'Europe. Et je pense qu'ils travaillent tous de concert. Je ne suis pas sûr qu'ils tiennent des réunions régulières pour coordonner leurs actions, mais ils avancent certainement dans la même direction en utilisant souvent les mêmes éléments de langage. Et je ne pense pas que ce soit entièrement accidentel. Maintenant, votre remarque sur la situation sur le champ de bataille, je pense que l'avantage continue de pencher du côté des Russes dans tout cela. Et il est important que les gens comprennent quel type de guerre les Russes mènent depuis longtemps. Ce n'est pas une guerre de manœuvre. Il ne s'agit pas d'une tentative d'adopter des tactiques de type Blitzkrieg, où ils perceraient les points faibles des lignes ukrainiennes, s'enfonceraient profondément derrière elles, exécuteraient des manœuvres de contournement, piégeraient les Ukrainiens et mettraient rapidement fin à cette guerre. Les Russes mènent une guerre d'usure, tirant parti des atouts naturels dont la Russie dispose en raison de sa taille, sa superficie, sa population, l'ampleur de son industrie militaire, sa capacité à produire de grandes quantités d'armes et de munitions, à une échelle bien supérieure à celle de l'ensemble de l'Occident, des États-Unis et de l'Europe, sans parler de l'Ukraine réunie. Or, on ne mesure pas les progrès dans une guerre d'usure en regardant les cartes et les mouvements de la ligne de front. Ces progrès sont inévitablement lents, jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Vous savez, c'est ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. C'était en fin de compte une guerre d'usure. Et cela ne s'est pas terminé parce qu'il y a eu une percée soudaine où les forces allemandes ont été submergées et ont dû lever le drapeau blanc et admettre leur défaite. Un camp s'est épuisé et n'a plus pu continuer. Et c'est là, je crois, que les choses se dirigent avec cette guerre en Ukraine. Les Ukrainiens ont un gros problème de main-d'œuvre. Je pense que les Russes ont au moins 5 fois leur population à ce stade de la guerre. Ils ont énormément de mal à recruter suffisamment de personnes
à en enrôler assez, à les former, à les équiper et à les déployer sur le terrain pour constituer une force de combat efficace. Les Russes ne sont pas dans cette situation. Ils dépassent régulièrement leurs objectifs de recrutement parce qu'ils payent les gens très cher pour aller se battre. Et la promesse de ce type de compensation a, je pense, permis à Poutine non seulement de maintenir la taille de la force d'invasion russe, mais aussi de l'agrandir. Elle devient de plus en plus importante au fil du temps en Ukraine. La force ukrainienne, elle, diminue avec le temps, à la fois en raison des pertes sur le champ de bataille, des pertes irremplaçables, tant des morts au combat que des blessés graves, mais aussi parce qu'ils n'ont tout simplement pas la population nécessaire pour recruter. Tous ceux qui veulent se battre dans cette guerre se sont déjà engagés. Donc ce que je pense qu'il va se passer ici, c'est que les avantages que ces structures de force procurent aux Russes vont avoir un effet de plus en plus marqué sur le champ de bataille. Et je pense que cette ligne de forteresse, ces villes fortifiées du Donetsk, va s'effondrer, probablement à une rapidité croissante. Cette idée selon laquelle nous serions dans une impasse et que les Ukrainiens pourraient repousser les Russes pendant des années me semble tout simplement erronée. Les Ukrainiens sont sur la voie de l'effondrement, ce qui signifie qu'ils doivent faire des choix difficiles quant à la suite à donner. L'un des éléments qui, à mon avis, manque dans la couverture médiatique de la situation actuelle, c'est une véritable lucidité sur la réalité du champ de bataille, ainsi qu'une vision réaliste des options diplomatiques réellement envisageables dans ce contexte. Nous avons besoin d'un débat beaucoup plus réaliste sur cette question, afin de pouvoir saisir les opportunités qui, selon moi, existent encore pour résoudre ce conflit avant qu'il ne conduise à l'effondrement de l'Ukraine. Pour Chas Freeman, il appelle la coalition des volontaires la coalition des illusionnés. C'est un homme très poli, mais il croit aussi qu'il faut dire les choses telles qu'il les voit. Je pense que vous avez tout à fait raison à propos de la guerre d'usure. J'étais récemment à la réunion de Valdai à Sochi avec un de vos collègues, et Poutine, lorsqu'il a parlé des progrès de la guerre, n'a pratiquement pas mentionné le territoire. Il l'a plutôt abordé comme une question de mathématiques, en examinant combien de personnes les Russes recrutent, combien d'armes ils produisent, leurs innovations technologiques. Pendant ce temps, ils observent le camp ukrainien. Comme vous l'avez dit, ils ne parviennent pas à reconstituer leurs ressources. Leurs pertes dépassent largement leur capacité de recrutement. Il faut aussi prendre en compte les redditions, les désertions et tous ces éléments. Donc, ils regardent presque un tableau Excel pour voir les victoires à venir. Et il y a une part de vérité là-dedans, car chaque ville semble tomber plus vite que la précédente. Donc la situation s'intensifie. Mais il semble que l'un de nos problèmes, du moins en Europe, soit que les récits que nous avons toujours tenus pour nous assurer de maintenir le soutien public à la guerre reposent sur l'idée que les Ukrainiens gagnent, que nous sommes dans une impasse. Nous ne parlons pas vraiment des pertes et nous ne couvrons pas l'ampleur de l'opposition croissante du public ukrainien à la guerre, ni son désir de négociation. Tout cela mine en quelque sorte le soutien public à la guerre. Donc, pour rester fidèle au récit, je pense que nous finissons par nous bercer d'illusions, comme le dirait Chas Freeman. Mais je voulais vous demander, selon vous, vers quoi se dirigent ces négociations? Parce que tous les partis semblent si différents, si éloignés les uns des autres. Je veux dire, si l'on divise ce conflit en 4 parties, on a la Russie, l'Ukraine, les États-Unis et l'Europe. Oui. Y a-t-il un véritable point de rencontre? Je suis bien conscient que les Européens jouent désormais le rôle de trouble-fête,
Mais que voyez-vous comme compromis possible ici? Jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup entendu parler de la fin de l'expansion de l'OTAN. Au lieu de cela, on ne parle que de territoire. Je ne sais pas si c'est simplement parce que personne ne veut tout céder dès le début, mais où voyez-vous des possibilités pour une paix négociée? Parce que sinon, on dirait que nous nous dirigeons vers un effondrement, ce qui serait une victoire russe, mais probablement une victoire très laide, nous laissant avec, vous savez, des décennies de tensions à venir. D'accord. Eh bien, pour commencer par votre dernier point, je pense que vous avez tout à fait raison. Les gens ne comprennent pas où cela risque d'aller s'il n'y a pas de compromis pour mettre fin à la guerre. Je pense que ce qui risque de se produire, c'est que l'Ukraine sera laissée comme un État résiduel dysfonctionnel. Les Russes ne vont pas prendre toute l'Ukraine. Ils ne le peuvent pas et ils ne le veulent pas. C'est un territoire trop vaste, trop difficile à gouverner, et cela nécessiterait une force d'occupation énorme, très coûteuse, et constamment en proie à des attaques de guérilla que l'Occident soutiendrait presque certainement avec le temps. Donc, ce que les Russes vont faire, c'est prendre autant de territoires qu'ils le souhaitent à l'est et au sud, puis s'y retrancher et s'assurer que le reste de l'Ukraine soit dysfonctionnel, qu'il ne puisse pas être reconstruit. Et ils disposent de ce pouvoir de veto. Les Russes possèdent, à ce stade, un arsenal vaste et en expansion de missiles, de drones et de bombes planantes qu'ils peuvent utiliser à tout moment pour frapper n'importe quel projet de reconstruction que l'Occident et l'Ukraine souhaiteraient entreprendre. Et personne ne va investir des centaines de milliards de dollars dans ces projets s'il sait que les Russes peuvent les détruire à tout moment. Et pourquoi les Russes, en l'absence d'un accord de compromis répondant à leurs principales préoccupations, permettrait-il que l'Ukraine soit reconstruite, ressuscitée et transformée en une sorte de menace anti-russe, alliée d'une manière ou d'une autre à l'Occident? Bien sûr, ils ne le permettront pas. Et ce serait une catastrophe, non seulement pour l'Ukraine. Cela diffuserait également l'instabilité dans toute l'Europe. Il y a beaucoup de crises prêtes à éclater. La Moldavie, les Balkans, Kaliningrad, la Biélorussie. Vous savez, il n'est pas difficile d'identifier des points chauds potentiels qui pourraient à nouveau entraîner une confrontation entre l'Occident et la Russie. Et je pense qu'il est très clairement dans l'intérêt de l'Occident, à la fois américain et européen, d'éviter ce genre de dénouement. Et c'est encore possible. Alors comment faire? Il va falloir faire des compromis sur plusieurs plans. Le premier, et à mon avis le plus important, est géopolitique. Cette guerre est, je pense, un conflit à deux dimensions. Une dimension oppose la Russie et l'Ukraine sur des questions telles que le territoire, le traitement des minorités et les enjeux politiques. Des questions internes à l'Ukraine que la Russie juge préoccupantes, voire menaçantes. Mais il existe un conflit géopolitique plus vaste entre la Russie et l'Occident, entre la Russie, l'Europe et les États-Unis, concernant les contours de l'environnement de sécurité européen et le rôle de la Russie dans cette architecture. Ce conflit est ancien, s'est intensifié au fil du temps et se manifeste aujourd'hui sur le terrain ukrainien. Ainsi, l'une des choses qui, selon moi, doivent se produire pour que cette guerre prenne fin, c'est un compromis géopolitique entre la Russie et l'Occident, entre la Russie et les États-Unis, sur ces questions. Il est déjà clair à quoi devront ressembler les contours de ce compromis. Les deux parties l'ont laissé entendre. Je pense que les États-Unis ont indiqué que nous sommes, en effet, disposés à fermer la porte à l'élargissement de l'OTAN, à tout mouvement vers l'Est en direction de la Russie, y compris en Ukraine. Et les Russes ont déjà indiqué que de leur côté, ils sont prêts à faire un compromis concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ce sont donc, à mon avis, deux compromis réciproques qui doivent faire partie de l'accord. Et je pense que plus tôt nous pourrons formaliser cela,
le mettre par écrit, amener les deux parties à dire « oui, nous acceptons chacun ses points », plus les autres questions deviendront faciles à résoudre. Maintenant, l'autre aspect de cette situation que je pense que l'Occident devra admettre, c'est que nous n'allons pas déployer de forces de combat de l'OTAN, des États-Unis ou de l'Europe sur le territoire ukrainien. Vous savez, non seulement l'Ukraine ne devrait pas faire partie de l'OTAN, mais l'OTAN ne devrait pas non plus être présente en Ukraine. Et c'est une question fondamentale pour les Russes. C'est en partie la raison pour laquelle ils ont lancé cette invasion au départ. La guerre ne prendra pas fin tant qu'ils ne seront pas convaincus que cette possibilité a été écartée. Et encore une fois, c'est quelque chose auquel je pense que l'Occident devrait consentir. Nous ne sommes pas entrés en guerre contre la Russie pour défendre l'Ukraine face à cette invasion. Nous ne l'avons pas fait en 2014 sous le président Obama, lorsque la Russie a annexé la Crimée et contribué à déclencher cette guerre par procuration dans le Donbass. Nous ne l'avons pas fait sous le président Biden après l'invasion à grande échelle. Nous ne l'avons pas fait non plus sous le président Trump. Tous ces présidents étaient, je pense, d'accord sur un principe fondamental. Les États-Unis ne devraient pas entrer directement en guerre avec la Russie pour défendre l'Ukraine. Donc si c'est vrai, pourquoi prendrions-nous un engagement de traité sous la forme d'une adhésion à l'OTAN pour faire exactement cela? Cela n'a aucun sens. Et pourquoi déployer des troupes en Ukraine, sur le territoire ukrainien, si cela risque de nous entraîner dans ce type d'affrontement, alors que nous ne sommes pas prêts à le faire? La plupart de ces mesures sont des recettes pour l'escalade, et elles empêcheront un règlement de compromis de ce conflit. Donc il est important, je pense, que nous concluions ces accords, que nous les mettions par écrit, que les parties disent « D'accord, maintenant que cette partie est réglée, que reste-t-il à faire ?» Maintenant, la question territoriale est difficile, car les Russes ont montré une certaine flexibilité sur le territoire dans deux des régions qu'ils ont annexées, mais ne contrôlent pas encore entièrement, Kherson et Zaporizhia. Je pense que leur position, il y a un an, était que les Ukrainiens devaient se retirer complètement de toutes ces régions, y compris Kherson et Zaporizhia. Aujourd'hui, ils semblent avoir évolué et disent « Regardez, nous n'allons pas insister. Nous pouvons geler la situation telle qu'elle est. » Ils ont également fait preuve d'une certaine flexibilité concernant la centrale nucléaire de Zaporizhia. C'est un sujet qui n'a pas beaucoup attiré l'attention des médias, mais l'AIEA aurait apparemment négocié un cessez-le-feu sur place, permettant ainsi certaines réparations et reconstructions de la centrale. Cela montre un peu ce qui est possible et une certaine flexibilité que je pense les deux parties manifestent, un certain pragmatisme sur cette question. Je pense donc qu'il y a des signes indiquant que les Russes veulent conclure un accord, qu'ils sont disposés à négocier et à faire preuve de pragmatisme à ce sujet. Maintenant, je pense que le compromis territorial le plus difficile devra se faire dans le Donetsk. C'est là que les Russes insistent sur un retrait complet des forces ukrainiennes. Je ne pense pas que les Russes aient beaucoup de marge de manœuvre sur cette question. Une bonne partie de l'armée russe engagée dans cette guerre est composée de combattants de Luhansk et de Donetsk, qui y ont vécu et défendent ce qu'ils considèrent comme leur territoire natal. Il existe en Russie une conviction très forte que le pays ne doit faire aucune concession sur ce sujet, ainsi qu'une certitude qu'ils reprendront ce territoire d'une manière ou d'une autre, sur le champ de bataille ou à la table des négociations. Et c'est probablement vrai. Quand j'examine le rapport de force et les dynamiques en jeu, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est pas une question de savoir si, mais quand la Russie prendra ce territoire.
Maintenant, si vous acceptez cela comme une réalité et que vous réfléchissez ensuite, d'accord, l'Ukraine a là un problème politique, car Zelensky, bien sûr, fait face à une opposition sur sa droite, des gens qui s'opposeront catégoriquement à toute forme de concession territoriale, et d'autres qui soutiendront que si l'on abandonne cette ligne de ville fortifiée, le reste de l'Ukraine se retrouvera essentiellement sans défense face à une éventuelle nouvelle invasion russe vers l'ouest. Alors que doit-il se passer selon moi? Je pense qu'il va falloir un compromis. Les deux parties devront régler cela à la table des négociations. Et cela implique en partie de donner à l'Ukraine la marge politique nécessaire pour faire une concession maintenant, ce qui lui permettra de se reconstruire, de s'engager sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne et d'envisager un avenir d'indépendance et de sécurité en laissant cette guerre derrière elle. Et je pense que l'Occident peut aider à cet égard. Je pense qu'il faut en partie que nous ayons des discussions franches sur la réalité de la situation sur le champ de bataille. Ensuite, nous devons aider les Ukrainiens à résoudre leurs problèmes politiques afin qu'ils puissent faire des compromis pragmatiques sur cette question, ce qui pourrait mettre fin à la guerre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour les aider à cet égard. En ce moment, les Européens vont dans la direction opposée. Ils essayent de remonter le moral des Ukrainiens en leur disant « ne cédez en rien ». Je pense que c'est une recette pour le désastre, une recette pour l'escalade, et que cela ne servira les intérêts de personne, y compris ceux des Ukrainiens. Le problème, cependant, c'est que si nous attendons plus longtemps que les Russes prennent Donetsk par la force, ce n'est pas comme si nous allions obtenir le même résultat. D'ici à ce que les Russes aient pris des villes comme Sloviansk et Kramatorsk, ils auront également beaucoup progressé, à la fois dans les régions de Zaporizhia et de Kherson, mais aussi en direction de Dnipro, Kharkiv et Sumy. Je veux dire, ils avancent dans toutes ces zones. Et étant donné que nous pouvons désormais voir assez clairement comment tout cela va se dérouler, c'est un peu étrange. On peut aussi ajouter la perte de davantage d'infrastructures et de vies humaines. Cela va compromettre la capacité de l'Ukraine à se reconstruire. C'est exact. Et je pense que deux autres choses vont se produire. La pression en Occident ne va pas croître en faveur d'un compromis. La pression en Occident va croître en faveur d'une escalade pour empêcher cela. Washington va passer en mode « il faut faire quelque chose ». Et chaque fois que nous sommes dans ce mode, en général, de mauvaises choses se produisent, car les gens ne se contenteront pas de rester là à regarder les Russes commencer à renverser ces villes, ces localités en Ukraine. Ils voudront agir, et donc la pression politique en faveur d'une escalade en Occident va augmenter. Voilà pour le premier point. Le second, c'est que si les Russes réussissent effectivement, comme je le soupçonne dans cette situation, la fenêtre politique pour un compromis qui permettrait de résoudre ces tensions géopolitiques plus larges dont je parlais se refermera également, voire disparaîtra complètement. C'est une mauvaise chose, car cela place l'Europe et l'Occident sur une trajectoire de collision permanente avec la Russie, une trajectoire qui risque de devenir de plus en plus dangereuse avec le temps. Il existe donc des raisons impérieuses et pratiques d'agir dès maintenant, avant que ces deux choses ne se produisent. La pression en faveur de l'escalade et un espace politique considérablement réduit pour un compromis avec la Russie sur ces questions plus vastes. Ma dernière question est de savoir à quoi s'attendre dans le temps à venir, car Trump ne semble ni capable, ni disposé, je suppose, à forcer la main des Européens pour adopter un ton plus coopératif. Ce qui est un peu étrange, étant donné qu'il peut, vous savez, les aligner devant son bureau, les faire l'appeler, le faire appeler papa, leur faire signer de terribles accords commerciaux. Mais il ne semble pas capable d'obtenir beaucoup de coopération sur la question ukrainienne.
Oui, mais je pense que les Russes sont probablement d'accord avec votre analyse à ce sujet, que la situation deviendra plus dangereuse à mesure qu'ils gagneront. Il semble donc que ce serait dans l'intérêt de la Russie qu'une fois entrée dans les phases finales, la victoire arrive rapidement, que l'effondrement survienne rapidement, afin qu'il y ait moins de temps pour que l'Occident panique et réagisse. Je veux dire, voyez-vous ce que fait la Russie sous cet angle, en termes de tentatives éventuelles de frappe de décapitation ou de ce qu'elle fait actuellement, en éteignant littéralement les lumières en Ukraine, en s'attaquant à toute leur énergie? Est-ce cela qu'ils recherchent, une destruction ou un effondrement rapide et brutal de l'Ukraine? Eh bien, c'est certainement une option. Je ne pense pas que le président Poutine ait encore décidé que c'était la voie à suivre. Je pense qu'il croit encore qu'il existe une possibilité de parvenir à un règlement de compromis de cette guerre, et je pense qu'il le souhaite. Et il ne le veut pas par bonté de cœur, je pense qu'il le veut parce que cela aide la Russie sur le plan géopolitique. Cela aide à gérer et à atténuer les menaces que l'OTAN et l'Occident font peser sur la Russie tout d'abord. Cela l'aide aussi à faire face au fait qu'il ne veut pas se retrouver dans une situation où il n'aurait plus aucune relation digne de ce nom avec l'Occident, ce qui, en retour, laisserait la Russie subordonnée et dépendante de la Chine, la Chine étant alors essentiellement en mesure de dicter les termes de cette relation. Bathing foes acknowledging the Kerry Seaford Neve were acknowledging Slantling. Russia really having no bargaining leverage and all of that. I think if Russia wants to be a great power in the world, je pense que si la Russie veut être une grande puissance dans le monde, ce que Poutine veut clairement, et je pense que la plupart des élites russes le veulent aussi, alors elle doit être capable de se tourner à la fois vers l'Est et vers l'Ouest, et d'être un acteur sur cet échiquier mondial, et non un partenaire subordonné et junior de la Chine. La Russie a donc, selon moi, des raisons pragmatiques de vouloir un accord ici, mais pas à n'importe quel prix, et pas au prix d'une capitulation russe. Nous devons trouver ce juste équilibre. Et si nous n'y parvenons pas, alors oui, la Russie dispose de la capacité militaire pour vraiment appuyer sur l'accélérateur et lancer des frappes assez dévastatrices contre l'Ukraine, y compris en visant la direction ukrainienne, ce qu'elle n'a pas encore vraiment fait. Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas l'écart entre le potentiel de la Russie en matière de frappe de ce type et ce qu'elle a réellement fait jusqu'à présent. Pourquoi cela pourtant? Désolé, parce que j'ai entendu des ambassadeurs d'Inde et d'Asie me poser la même question. Ils trouvent cela non pas frustrant, mais déroutant. Ils savent où se trouve toute la direction politique. Ils ont les armes, et s'ils voulaient vraiment aller plus loin, ils disposent des arsenaux. Et pourtant, ils n'ont pas emprunté cette voie. Comment expliquez-vous cela? Eh bien, je pense que cela fermerait essentiellement la porte à la possibilité d'un compromis avec les États-Unis. Et je ne pense pas que Poutine veuille faire cela. S'il a le sentiment que cette porte est déjà fermée, c'est une autre affaire. Dans ce cas, je pense effectivement que nous verrions ce type d'escalade. Mais je crois qu'il a encore une vision selon laquelle la Russie peut atteindre certaines de ses ambitions géopolitiques plus larges, et que la manière d'y parvenir consiste à trouver une voie vers une normalisation avec les États-Unis. Je pense qu'il perçoit que le président Trump le souhaite aussi, donc il sera réticent à conclure que ce n'est tout simplement pas viable et que sa seule option est d'escalader et d'en finir avec cette guerre. Eh bien, cela a beaucoup de sens. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Oui, ce sont des points vraiment intéressants que vous avez soulevés. Merci encore. Super, avec personne.